Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Infrastructure à Kinshasa, l'avenue Étienne Tshisekedi pour désengorger la capitale. Le chef de l'État a donné le coup d'envoi des travaux d'un nouveau boulevard de 2,2 km reliant le croisement des avenues de la Libération et Triomphale à Bakayaou dans la commune de Bandalungwa. Et puis, santé publique, l'épidémie d'Ebola franchit la barre tragique de 2000 morts en République démocratique du Congo. Plus de 4000 cas confirmés ont été recensés dans 5 provinces alors que la riposte se poursuit pour contenir la propagation du virus. Enfin, à l'international, graphite, terres rares, cuivre ou cobalt, portés par la transition énergétique, les minerais critiques suscitent toutes les convoitises face à la demande en forte hausse. La sécurisation de ces ressources est devenue un défi stratégique majeur pour les grandes puissances, notamment occidentales. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Je l'ai dit au tout début, la ville-province de Kinshasa poursuit sa transformation avec le lancement des nouveaux chantiers routiers. Le président Félix Tshisekedi a donné ce mardi le coup d'envoi des travaux du boulevard qui porte le nom de son père, un axe de 2,2 km appelé à améliorer la circulation dans cette partie de la capitale. Dans mon matin. Ce mardi 11 août, le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné le coup d'envoi des travaux du boulevard Étienne Tshisekedi, une voie de 2,2 km qui reliera le croisement des avenues de la Libération, ex-avenue du 24 novembre, et Triomphale à Bakayaou, dans la commune de Bandalungwa, un tracé qui traversera le camp militaire Kokolo et viendra de fait séparer la base logistique de l'armée du reste du camp. L'objectif est de créer une liaison supplémentaire et d'offrir une alternative aux usagers dans une capitale régulièrement confrontée aux embouteillages. Le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, long de 2020 mètres, prolongera le boulevard Triomphal jusqu'à la place Bakayaou en traversant le camp Kokolo. Elle constituera un axe vert. Le projet prévoit également la construction d'un pont cadre sur la rivière Bassoko d'une voie d'accès vers le ministère de la Défense, d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de plus d'1 kilomètre ainsi que des aires de stationnement. Au-delà de ces caractéristiques techniques, cette route représente un investissement dans l'avenir. Elle réduira les embouteillages, facilitera les déplacements de personnes et de biens, améliorera l'accès à plusieurs quartiers, favorisera les activités économiques et accompagnera l'expansion harmonieuse de notre capitale. Ces projets s'inscrivent dans la volonté affichée du chef de l'État de renforcer les infrastructures à Kinshasa comme dans les autres provinces pour améliorer la mobilité et accompagner le développement du pays. Et le nom choisi pour cette nouvelle voie porte une forte charge historique. Étienne Tshisekedi, ancien premier ministre et figure majeure de l'opposition congolaise, a consacré plusieurs décennies à la vie politique de la RDC et au combat pour la démocratie et l'état de droit. Dans 12 mois, si le calendrier est respecté, son nom sera inscrit sur une nouvelle artère de Kinshasa. Et pour en parler, nous recevons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de José Junior Ouawa, journaliste à Géopolis. Bonsoir à vous.
Bonjour madame et bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis qui nous suivent à partir de chez eux. Alors José Junior Owawa, dites-nous quels sont les enjeux liés à la construction de ce tronçon lancé par le président de la République. Voilà, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que cette politique du gouvernement national, le pouvoir étendre la ville de Kinshasa qui n'est aujourd'hui qu'une grande agglomération, doit devenir une métropole, ça veut dire une ville organisée avec des infrastructures économiques qui lui permettent justement de pouvoir se projeter pour rivaliser les grandes villes du monde. Aujourd'hui, Kinshasa est confronté à ces défis, justement à cause notamment de son engorgement, de sa congestion, la congestion de ses artères, de son réseau routier, aujourd'hui estimé autour de 7000 km, mais dont la grande majorité n'est toujours pas bitumée et aujourd'hui qui manque effectivement de l'améage, donc l'interconnexion entre les différentes routes aujourd'hui. Mais voilà, avec le lancement de ces travaux, de la construction de ce boulevard Étienne Tshisekedi va effectivement permettre de désengorger une bonne partie de la capitale pour en faire finalement de hubs qui peuvent finalement booster l'activité économique. Mais la difficulté aujourd'hui pour la ville de Kinshasa, c'est que il y a une démographie importante, 4,5% chaque année. Et pour la ville, on projette la ville d'ici à l'horizon 2030. Kinshasa pourrait contenir autour de 30 millions de personnes, jusqu'en 2050 autour de 50 millions de personnes. Ça veut dire que la ville doit se préparer pour finalement accueillir cette démographie et qui aujourd'hui, malheureusement, la ville de Kinshasa qui continue à s'étendre malheureusement avec une certaine concentration de la population. Donc au-delà du fait que la place même que sur laquelle on a tenté d'ériger ce boulevard, c'est une place qui mérite quand même une attention particulière parce qu'il s'agit d'une caserne, donc d'un camp militaire et d'un camp militaire qui va être traversé par cette route juste pour arriver à désengorger cette partie de la capitale. Et ça pose aujourd'hui la grande question de savoir est-ce que c'est opportun encore avec une ville qui s'est étendue à un certain moment? Parce que les camps, quand vous regardez tous les camps militaires qui entourent les centres-villes de Gombe, ont été construits à l'époque coloniale, où il y avait une grande ville ici, à Gombe, où la politique coloniale voudrait que l'élite qui habitait le centre-ville ne pouvait pas être atteint par l'influence de la cité. Donc vous avez vu la plupart des cas, des camps, par exemple, Lufungola, vous avez vu Ndolo, vous avez vu Kanchachi de l'autre côté de la partie de l'ouest de la ville, et vous avez vu les camps Kokolo dont on parle aujourd'hui qui ont entouré la ville de Kinshasa, les centres-villes de Kinshasa qui est la Gombe, là où il y a les centres névralgiques des activités du pouvoir. Ça n'a pas changé depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, vous avez vu les camps qui sont encerclés maintenant par les habitations, par la cité, et que dans la politique gouvernementale, il va peut-être réfléchir à un certain moment de voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité de finalement procéder à une délocalisation progressive de l'entreprise militaire finalement pour aller peut-être de la périphérie en matière de sécurité, pour renforcer la sécurité de la ville, prendre en charge toute la ville parce que l'infrastructure aujourd'hui c'était beaucoup plus adapté à la politique coloniale. Mais aujourd'hui qu'il y a eu changement, il y a eu évolution de la société, la ville qui comptait moins d'1 million d'habitants, aujourd'hui on est au-delà de 17 millions d'habitants, il va falloir maintenant renvoyer le caserne à l'extérieur de la ville pour renforcer la sécurité et trouver des services connexes aujourd'hui au centre-ville. Voilà, c'est une politique pensée, mais cette boulevard, cette route qui est en train d'être construite, vous avez dit pour 12 mois de travaux, a vraiment toute son importance et il va au-delà de la personne d'Étienne Tshisekedi, qui est une figure emblématique, on ne peut pas le rappeler ici parce que tout le monde le sait, mais qui a besoin effectivement de pouvoir relancer les débats sur comment est-ce qu'on va repenser nos villes, qui doivent quitter, notamment la capitale Kinshasa, qui doit quitter le stade d'une simple agglomération, une grande agglomération, de devenir une métropole, une ville avec toutes les infrastructures adaptées pour son développement. Voilà, merci à vous, José Junior Owawa, pour cette très belle analyse. Merci beaucoup, madame.
Poursuivant l'actualité, dans la même dynamique, plusieurs autres axes routiers de Kinshasa font l'objet de travaux de réhabilitation et de construction. L'Office des voiries et drainage multiplie les interventions pour améliorer la mobilité et l'assainissement dans la capitale. État des lieux de ces différents chantiers avec Blaise Kouzola. À Kinshasa, la réhabilitation de la voirie se poursuit sur plusieurs fronts. De nombreux axes stratégiques ont bénéficié ou bénéficient encore de travaux pilotés ou supervisés par l'Office de voirie et drainage. Parmi les chantiers figurent notamment les avenues Luambo Makiadi, ex-Bokassa, Kabasele, Kassavubu et Université. Dans la commune de Lagombe, les avenues Colonel Ebea, Tombalbaye et TSF ont également été concernées par des travaux visant notamment à améliorer la circulation et à désengorger certains axes. D'autres interventions ont porté sur des routes dégradées dans plusieurs communes avec un accent mis sur l'assainissement et la remise en état des chaussées. Pour l'OVD, l'enjeu ne se limite pas à réhabiliter les routes. Il s'agit également de renforcer également les ouvrages des drainages afin de préserver durablement les infrastructures face aux eaux de pluie. Ces différents chantiers s'inscrivent dans un contexte où Kinshasa doit faire face à une forte pression démographique et à une circulation de plus en plus importante. Entre routes réhabilitées, chantiers en cours et nouveaux projets, l'OVD entend ainsi contribuer à améliorer progressivement la mobilité dans la capitale congolaise. Dans un autre chapitre, le gouvernement congolais revoit à la baisse ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2026. La loi des finances rectificative promulguée le 7 août dernier réduit l'enveloppe initialement adoptée en décembre 2025. Quel est désormais le montant du budget et quelles sont les raisons de cette révision? Réponse avec Daniela Kalala. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2026 tel que modifié par la présente loi est constitué du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 50 866 milliards 348 362 786 francs congolais. Le budget de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2026 est revu à la baisse. Il est désormais arrêté à 50 866 milliards 348 786 000 francs congolais en recettes comme en dépenses. Cette révision intervient après l'adoption de la loi de finances rectificative, alors que le budget initial voté en décembre 2025 s'élevait à environ 54 335 milliards de francs congolais. La nouvelle enveloppe représente ainsi une baisse de près de 3 469 milliards de francs congolais, soit environ 6,4%. À travers cette révision, le gouvernement entend adapter les prévisions budgétaires à la situation économique et financière du pays, notamment aux ressources que l'État estime pouvoir effectivement mobiliser. L'enjeu est donc de rapprocher les prévisions de capacité réelle de mobilisation de recettes tout en maintenant les principales priorités de l'action gouvernementale. Les dispositions de la loi de finances du 29 décembre 2025 qui n'ont pas été modifiées restent, elles, d'application. Avec cette révision, la loi de finances rectificative devient désormais le nouveau cadre de référence pour l'exécution du budget de l'État au cours de l'exercice 2026. Et la lutte contre la fraude pétrolière s'intensifie en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akassia Badumbola, a réuni les principaux acteurs du secteur pour renforcer le contrôle des importations et mieux lutter contre les pratiques frauduleuses, particulièrement dans l'Est et le Sud-Est du pays. Héritier Lelo et Daniela Kalala. La lutte contre la fraude pétrolière s'intensifie en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akassia Badumbola Mbongo, a réuni les principaux acteurs du secteur pour renforcer les mécanismes de contrôle, notamment dans les provinces de l'Est et du Sud-Est. Du dédouanement au transport jusqu'à la commercialisation, tous les maillots de la chaîne sont concernés.
L'objectif, améliorer la traçabilité des produits et renforcer la coordination entre les services de l'État. Selon Olivier Okunda, des recommandations seront soumises au gouvernement pour mieux combattre la fraude pétrolière. Sont importés au sud. C'est sur base de cette problématique que nous sommes retrouvés et nous avons eu à échanger sur tout le point et nous aurons des recommandations à faire au gouvernement. Pour Gérard Moulumbi, seule une action concertée permettra d'obtenir des résultats concrets. Toutes nos excuses pour ce désagrément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, à quelques jours de l'échéance fixée par la coalition C64 pour la convocation d'un dialogue national, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Selon la présidence de la République, cette rencontre est axée sur les relations bilatérales et sur les questions régionales. Elle intervient dans un contexte politique et sécuritaire sensible pour la RDC. Suivez. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso intervient dans une période particulièrement sensible pour la République démocratique du Congo. Au-delà des relations entre Kinshasa et Brazzaville, la question du dialogue national reste au cœur de préoccupations politiques. Le chef de l'État congolais s'est récemment déclaré favorable à ces processus, mais plusieurs acteurs politiques et de la société civile attendent encore sa convocation officielle. Une échéance est désormais dans toutes les attentions. Le 15 août, la coalition C64 a retenu cette date pour maintenir la pression sur le pouvoir et réclamer l'ouverture d'un dialogue inclusif. L'opposition et une partie de la société civile souhaitent voir autour de la même table les différentes sensibilités politiques et sociales du pays. Du côté du pouvoir, la situation sécuritaire dans l'Est demeure une priorité, avec notamment les efforts diplomatiques engagés à travers le processus de Washington et de Doha. Malgré ces initiatives, les tensions restent persistantes sur le terrain. Dans cette équation, Brazzaville conserve une importance particulière. Denis Sassou Nguesso est régulièrement associé aux efforts de médiation dans les crises qui touchent la région du Grand Lac. La visite de Félix Tshisekedi ne signifie toutefois pas que le dialogue national était nécessairement au centre des discussions. Mais elle intervient dans une séquence où diplomatie régionale, sécurité et recherche d'un consensus politique sont étroitement liés. À quelques jours du 15 août, la question demeure. Kinshasa franchira-t-il une nouvelle étape vers la convocation effective du dialogue national? L'enjeu est désormais de parvenir à un cadre suffisamment inclusif pour rapprocher les positions et éviter une nouvelle montée des tensions politiques. Dans le secteur de la santé publique, l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes en République démocratique du Congo. Le dernier bilan fait désormais état de plus de 2000 décès et plus de 4000 cas confirmés dans 5 provinces. Les équipes de riposte poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation du virus. Patience Lokeke. L'épidémie d'Ebola continue de faire du ravage en République démocratique du Congo. Selon le rapport des situations publié le 9 août, le pays compte désormais 4381 cas confirmés, dont 2011 décès dans 5 provinces. Le bilan fait également état de 704 patients actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 869 personnes ont été déclarées guéries. Le taux de létalité globale s'établit à 45,9%. L'épidémie touche 53 zones de santé sur les 140 que comptent les 5 provinces concernées. L'Ituri, les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Haut-Uélé et la Chopo. La transmission reste active en Ituri, au Nord Kivu et au Haut-Uélé, avec l'Ituri qui demeure l'épicentre de l'épidémie. Dans cette province, les autorités renforcent la capacité de prise en charge. L'inauguration du centre de traitement d'Ebola des Kasseni porte désormais 840 lits la capacité installée dans la province. Cette augmentation intervient alors que plusieurs structures sanitaires, notamment Rwampara, Istem, Nizi et Bambou, font face à une forte pression, certaines étant déjà saturées. Des extensions supplémentaires sont annoncées. Sur le front de la surveillance, toutes les
alertes validées comme cas suspects ont été investiguées. Plus de 100 000 voyageurs ont par ailleurs été contrôlés au point d'entrée et des contrôles avec un taux de dépistage de 98%. Mais au-delà de moyens médicaux, la riposte reste confrontée à un autre défi, l'adhésion des communautés. Le rapport cite notamment le déni de la maladie et certaines résistances communautaires comme les obstacles majeurs. Des oppositions aux enterrements dignes et sécurisés ont été signalées à Isiro. Au Nord Kivu, des équipes de riposte ont également été prises à partie, tandis que plusieurs inhumations ont dû être reportées en Ituri. La mobilisation communautaire se poursuit néanmoins. Des relais communautaires ont été formés et déployés pour sensibiliser la population à travers des visites à domicile et des causeries éducatives. Au Ouélé, de campagnes de sensibilisation de masse ont notamment été organisées à Isiro et Wamba. En sport, à quelques jours des élections à l'AS Vita Club, les différentes structures du club semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Une tripartite a permis de rapprocher les positions et de ramener le calme, ouvrant la voie à un scrutin apaisé. Pendant ce temps, les Banambongo ont lancé leur pré-saison à Kimpoko. Blaise Kozola. La calmie semble s'installer à l'AS Vita Club. À quelques jours, 2 élections prévues dimanche prochain, les différentes structures du club ont rapproché leur position au terme d'une rencontre tripartite. Un compromis qui devrait permettre au processus électoral de se poursuivre dans un climat plus serein. Désormais, l'enjeu est de transformer cet accord en un scrutin apaisé et responsable. Sur le plan pratique, la caution pour participer au processus électoral est fixée à $240 000 américains. Autre condition, être en règle avec les cotisations. Les membres qui ne sont pas encore en ordre disposent de 48 heures pour régulariser leur situation et remplir les conditions de participation. Pendant que l'administration du club tente de stabiliser les climats internes, les Banambongo se concentrent déjà sur le terrain. L'équipe est internée à Kimpoko où elle débute ce mardi 11 août sa pré-saison au centre Kurarampova, un stage de quelques jours destiné à préparer la saison 2026-2027 avant un éventuel déplacement. Pour cette première phase, 20 joueurs de l'ancien effectif ont été retenus. Ils devraient être rejoints par les nouvelles recrues dont certaines pourraient être annoncées officiellement dans le prochain jour. À Vita Club, le message est désormais clair: apaiser les rangs dans les bureaux et préparer la nouvelle saison sur le terrain. L'actualité, c'est aussi au-delà des frontières nationales. À présent, la page internationale. Graphite, terre rare, cuivre ou encore cobalt, les minerais critiques sont devenus stratégiques pour les grandes puissances. Portées par les besoins de la transition énergétique, la demande mondiale progresse rapidement, une situation qui pousse les États à sécuriser et diversifier leurs sources d'approvisionnement. Myriam Likio. La compagnie australienne Lindsay Resources a de nouveau mis en avant lundi 12 août l'intérêt de plusieurs marchés occidentaux pour sa chaîne d'intégrés d'approvisionnement en terres rares, adossée à son projet Kangakunde au Malawi. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large où plusieurs projets malawites des minerais critiques cherchent à se positionner sur des marchés désirés de diversifier leurs approvisionnements hors des Chines. Plusieurs projets encore en développement. Petit pays d'Afrique australe, les Malawi ne figurent pas encore parmi les grandes puissances minières du continent. Son secteur extractif contribue actuellement à 1% du PIB, mais l'émergence de plusieurs projets pourrait progressivement accroître son poids dans l'économie. C'est notamment le cas de Kangakunde où Lindsay Resources prévoit d'une production d'environ 20 000 tonnes de concentré de mosanite par an. La mise en service du projet est actuellement entendue au 4e trimestre en 2026. La société fait déjà état d'une forte demande de la part d'utilisateurs finaux aux États-Unis, en France, en Europe et au Japon.
Et au Sénégal, l'arachide reste l'un des piliers de l'agriculture et des exportations, mais le pays veut désormais aller au-delà de la simple production et de la vente des graines en misant sur leur transformation locale, une stratégie qui commence à produire des résultats et à renforcer la valeur ajoutée de cette filière. Le Sénégal a placé 22 441 tonnes d'huile brute d'arachide sur les marchés internationaux en 2025. D'après les données compilées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans son dernier rapport annuel sur les commerces extérieurs publié le 30 juillet dernier. Ce volume est presque 3 fois plus élevé que celui expédié un an plus tôt. Il représente en outre les plus gros volumes d'huile brute d'arachide expédiés par la filière sénégalaise depuis 2019 lorsqu'il s'élevait à 62 846 tonnes. Parallèlement, les recettes générées ont également presque triplé, atteignant 20,52 milliards de francs CFA. Ces statistiques suggèrent un redressement des performances de la filière à l'exportation qui évolue à dents de scie depuis plusieurs années. Si les rapports de la NSD ne s'expliquent pas en détail les raisons de cette relance en 2025, certains facteurs peuvent être mis en lien. Depuis quelques années, la transformation locale est revenue au centre des intérêts de pouvoir public. Place à présent à la revue de presse dans une lecture faite par Don Matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse congolaise revient ce mardi sur plusieurs sujets liés à la sécurité, aux finances publiques et au développement des infrastructures en RDC. Géopolice Hebdo s'intéresse à l'eurobond de 1,25 milliard de dollars américains levé par la RDC et surtout au débat suscité par son utilisation. Les tri-hebdomadaires estiment que la décision de sécuriser l'intégralité du financement peut être défendue au regard du risque et de l'incertitude des conditions futures du marché. Il appelle toutefois à la rigueur et à la transparence dans la gestion des ressources, rappelant que la vitesse ne peut pas remplacer la rigueur. Ouragan s'intéresse plutôt à la question de l'Est et rapporte que le protocole annoncé par Kinshasa avec le FDLR semble avoir fait bouger les lignes à Kigali, alors que la RDC engage un processus de démilitarisation, de démobilisation et de cantonnement des combattants rwandais. Le régime Kagame s'écabre. Le quotidien relève que Kinshasa retourne la carte FDLR contre l'argument sécuritaire de Kigali en prenant désormais en charge une question que le Rwanda présente depuis longtemps comme une menace pour sa sécurité. Les nouvelles du soir rapportent une avancée décisive dans le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Le 4 août 2026, l'ANSER a signé un contrat EPC avec Angélique International Limited pour la construction de cette centrale d'une capacité estimée à 20,8 MW. Le travaux devrait permettre d'alimenter le premier ménage en électricité 18 mois après le lancement du projet. La prospérité, quant à elle, revient sur la situation à Goma et Bukavu et rapporte que le gouvernement met en garde contre des nominations illégales dans les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. Le gouvernement dénonce des prétendues nominations opérées par l'FCM 23 au sein des comités de gestion de plusieurs établissements. Le gouvernement rappelle que l'occupation temporaire d'une partie du territoire national ne confère ni souveraineté, ni compétences administratives, ni pouvoir de nomination et considère ces actes comme une violation de la souveraineté nationale de la RDC. C'est l'essentiel à retenir de la presse congolaise ce mardi. Au revoir et à demain. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel de titres. Infrastructure à Kinshasa, l'avenue Étienne Tshisekedi pour désengorger la capitale. Le chef de l'État a donné le coup d'envoi des travaux d'un nouveau boulevard de 2,2 km reliant le croisement des avenues de la Libération et Triomphale à Bakayaou dans la commune de Bandalungwa.
Et puis, l'épidémie d'Ebola franchit la barre tragique de 2000 morts en République démocratique du Congo. Plus de 4000 cas confirmés ont été recensés dans 5 provinces, alors que la riposte se poursuit pour contenir la propagation du virus. Enfin, graphite, terre rare, cuivre ou cobalt, portés par la transition énergétique, les minerais critiques suscitent toutes les convoitises. Face à une demande en forte hausse, la sécurisation de ces ressources est devenue un défi stratégique majeur pour les grandes puissances, notamment occidentales. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.